Donc bonjour, nous retrouvons pour le tout premier podcast, RIP, le podcast de SE2. Nous sommes avec Nicolas Barbaro. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc je suis Nicolas Barbaro, je suis enseignant-chercheur à l'école d'économie qui vient d'être créée. Et effectivement, je suis enseignant-chercheur pour l'université Jean Monnet en poste donc depuis 2011 ici dans cette université. Et donc moi j'enseigne l'économie, alors l'économie au sens large et plus particulièrement l'histoire de la pensée et ce qui concerne la macroéconomie monétaire. En fait, c'est mes deux domaines de compétences et de fait, c'est les deux types de cours que je suis amené à faire pour l'école d'économie. Donc vous êtes enseignant à Jean Monnet depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans effectivement à Jean Monnet, mais en l'occurrence avant d'être enseignant titulaire à Jean Monnet, alors j'étais moi-même étudiant à Jean Monnet, donc en 1998, ça remonte un peu plus, mais je suis enseignant depuis 2002 puisque moi j'ai commencé avec le CAPES, donc le diplôme, en tout cas le concours pour être enseignant en lycée que j'ai eu en 2002, et j'ai fait ma thèse en parallèle, je suis retourné enseigner en lycée. Donc de façon générale ou plus globale, en fait, je suis enseignant depuis 2002, donc ça fait 21 ans que j'enseigne, alors pas automatiquement toujours à l'université, mais même quand j'étais enseignant en lycée, j'étais aussi chargé de TD de fait à l'université, donc c'est un domaine que je connais bien. D'accord, et vous avez fait quoi comme parcours entièrement? Alors mes études, j'ai fait un bac, ce qu'on appelle bac ES, du coup économique et social, avec l'objectif d'être le plus généraliste possible, je pense, comme la plupart des étudiantes et des étudiants, en tout cas des lycéens. Et j'aimais à peu près tout. Alors c'est à la fois un plus et à la fois un moins, parce que quand il faut choisir une orientation, c'est compliqué. Mais j'aimais beaucoup l'économie, j'aimais surtout l'histoire, sciences politiques, sociologie. C'était un peu les domaines qui me plaisaient. Un peu moins les maths, pour être honnête, sans pour autant être réfractaire aux maths, mais je ne me voyais pas en tout cas faire carrière là-dedans ou étudier davantage que ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un bac ES et après j'ai fait une licence d'économie ici à l'université Jean Monnet. Et le département d'économie s'appelait l'ISEAG, l'Institut supérieur d'économie, d'administration et de gestion, qui était juste avant l'IAE. Et de fait, on avait des enseignements et en économie et aussi évidemment en gestion. Alors nous, on avait la particularité à l'époque de pouvoir choisir très tôt, dès la première année, entre un cursus plutôt économie et sciences sociales et le cas échéant, un cursus plutôt économie-gestion. Et moi, à cette époque, alors sans être très sûr, mais j'avais un peu l'idée de vouloir être enseignant, donc j'avais pris le cursus le plus adapté au métier d'enseignant en lycée, puisque je me voyais qu'enseignant en lycée à cette époque. Et du coup, j'ai choisi la voie plutôt sciences sociales, donc j'ai fait beaucoup plus de droit, de sociologie, de fait que de la partie gestion, on va dire comptable ou gestion financière. D'accord, donc oui, vous étiez déjà intéressé par l'économie plus que par la gestion. Oui, j'ai toujours été intéressé par l'économie. En fait, ce qui me plaisait dans l'économie, c'est que j'ai retrouvé aussi la dimension de l'histoire. Parce qu'à la base, quand je me suis inscrit à l'université, c'était et en histoire et en économie. J'ai un peu décidé au dernier moment. Et l'économie me proposait beaucoup plus de variété de métiers, puisque après le bac, j'étais vraiment pas sûr de ce que je voulais faire. Et ne faire de l'histoire que pour être enseignant d'histoire, voilà, j'y voyais une limite, même si j'aurais aimé faire ce métier. J'ai un profond respect pour ceux qui le font, mais je me suis dit, si jamais je change au bout de 3 ans, qu'est-ce que je pourrais faire d'une licence d'histoire? À la limite, une licence d'économie, je voyais plus de possibilités de reconversion. Mais finalement, vous avez réussi à lier les deux. Et du coup, l'économie en faisant de l'histoire. Exactement. Et pour continuer du coup sur le parcours, après la licence, donc j'ai fait un master qui était spécialisé pour la préparation du CAPES. Et après, j'ai fait un Master 2, pour continuer, alors, plutôt côté recherche. Alors là, c'était plus centré sur les firmes, mais avec une vision un peu plus institutionnaliste, un peu plus... Voilà, c'était pas un Master sur la gestion des entreprises, mais c'était sur la compréhension de ce qu'est une entreprise avec les théories économiques. Et donc là, on retrouvait un peu la dimension historique qui m'a toujours plu, en fait. Et ça rejoint un peu votre question sur le choix. J'ai toujours été partagé entre l'économie et l'histoire, et en même temps dans mes choix de carrière ou même de recherche, j'ai toujours trouvé ces deux aspects en fait. Une partie historique quand j'étudie l'économie, et en même temps les préoccupations économiques m'intéressaient plutôt que simplement relater des faits passés. Donc j'ai toujours essayé de concilier les deux, et donc après le master, j'ai entamé une thèse du coup ici à l'université de Saint-Étienne, mais aussi en Allemagne, puisque j'ai fait une thèse en co-tutelle, c'est-à-dire que je partageais mon temps entre la France et l'Allemagne, donc de 2 universités, et ce qui m'a permis d'avoir un double diplôme, enfin 2 doctorats, un doctorat français et un doctorat allemand. Voilà, ça fait partie des possibilités quand on fait une thèse en co-tutelle. Les 2 universités s'engagent si les conditions sont respectées, à donner les 2 diplômes, et donc c'est ce que j'ai fait, et voilà, ça m'a permis aussi
d'améliorer mes travaux de recherche, puisque du coup j'avais 2 directeurs de thèse en l'occurrence, avec des spécialités différentes et dans chacun des pays. Et moi-même j'ai dû bouger, donc c'était intéressant pour moi. D'accord. Et du coup, la question qui vient après, c'est pourquoi vous avez voulu être enseignant-chercheur? En fait, là, vous nous avez parlé de votre parcours au lycée et qu'après, vous avez déjà l'idée de vouloir d'être enseignant. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être enseignant-chercheur? Est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré, un professeur, un proche? Alors c'est souvent le cas effectivement. J'ai quasiment toujours voulu, je pense, être enseignant sans trop me l'admettre. Alors je suis issu aussi d'une famille d'enseignants, donc je suis un autre exemple de la sociologie de Bourdieu, de reproduction des métiers, des classes. Et si c'est pas trop indiscret, vos parents étaient enseignants dans quel domaine? Dans le primaire, en enseignement primaire, mais une bonne partie de ma famille enseigne aussi en lycée, en collège. Donc de fait, j'ai toujours baigné en fait dans un milieu d'enseignants, donc je pense que naturellement j'ai été acculturé, on va dire, à ces règles ou en tout cas ces valeurs. Et en fait, moi vraiment, je voulais enseigner, donc le CAPES c'était une fin en soi. Et j'avoue, alors je ne sais pas si je dois le dire ou s'il faudra couper, mais je ne dirais pas que je suis une erreur de casting, mais en fait, moi, le lycée m'allait très bien parce que j'adore enseigner et j'adore faire les deux. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème entre être enseignant et chercheur, mais si je devais choisir, j'aurais du mal à ne pas avoir le contact avec les étudiantes et les étudiants de fait, parce que c'est ce qui nourrit aussi ma recherche et c'est ce qui est aussi stimulant, je trouve, d'échanger en fait. Pour moi, je ne fais pas de la recherche simplement pour publier, mais c'est aussi pour transmettre. Voilà, pour transmettre. Et alors de fait, on ne transmet pas tout ce qu'on écrit, mais ça m'oblige à travailler différemment. Et donc moi, je voulais être enseignant en lycée, et comme j'étais bien classé au concours quand j'ai passé le CAPES, c'est effectivement un enseignant, un professeur de l'université qui m'a dit il faut continuer, est-ce que vous êtes inscrit en thèse? Et moi, j'avais pas du tout l'idée de la thèse parce que je me disais il faut repartir sur 3 ans, voire 4 ans. C'est un peu long. Et voilà, c'est un peu long, et surtout je me disais qu'est-ce que je vais y gagner, très honnêtement. Et en même temps, ce qui m'a stimulé, donc j'ai fait le master 2 sans trop d'objectifs, en disant je fais un master recherche, ça me permet de continuer et finir le master, puisqu'à cette époque on pouvait passer le CAPES simplement avec la licence, on n'avait pas l'obligation d'avoir un master. Donc du coup le master je n'y avais pas réfléchi, et comme j'ai aussi une forme de curiosité intellectuelle, je me suis dit c'est bien d'avoir une année supplémentaire pour pouvoir réfléchir à ça. Donc du coup ça n'a pas été simple parce que j'ai dû faire mon année d'enseignant stagiaire, effectivement de fonctionnaire stagiaire. Donc j'avais un temps aménagé en lycée, et en même temps je faisais mes cours en master. Alors de fait j'ai passé ce qu'on appelle un régime bloqué, c'est-à-dire que je n'allais quasiment jamais en cours et je passais juste les examens et je bossais chez moi ou à la BU. Donc j'ai fait mon master de cette façon-là, et du coup quand j'ai validé, j'ai eu la possibilité après de poursuivre en thèse, et c'est vraiment l'année de master 2 qui m'a fait réfléchir en disant à la limite essaye de faire une thèse, parce qu'il y avait le côté quand même continuer des études qui me plaisait, et le sujet qu'on m'a donné m'a plu. Et je me suis dit, dans le pire des cas, si tu n'es pas bon, si tu n'arrives pas à finir une thèse, j'ai validé le CAPES et je retrouverai de fait un poste en lycée, et enseigner, ça me va très bien aussi. Donc on vous a donné votre sujet de thèse? Alors, on m'a proposé il y avait une problématique de recherche qui faisait partie des problématiques du laboratoire de recherche, et donc voilà, on m'a donné 2 mots, pour être honnête, qu'on m'a écrit sur le tableau en disant voilà à quoi tu dois réfléchir, tu as 3 ans ou 5 ans. Et en fait, ça m'a parlé. Alors j'ai commencé à travailler un peu là-dessus. Alors le Master 2, c'est aussi un brouillon de thèse, on dit. Donc en Master 2, j'avais déjà commencé à aborder ces thématiques. Et de fait, j'ai continué après en thèse. Mais le sujet de thèse, alors c'est souvent un laboratoire qui vous donne une problématique, où il y a un sujet qui est d'emblée lié à un contrat de recherche. Et après, il est co-construit avec les directeurs et puis avec le thésard, en l'occurrence, moi. Mais donc c'est une construction, et c'est nous, on peut avoir une idée de la thèse, mais c'est celui qui l'écrit qui fait sa thèse, de fait. Mais la problématique générale m'a été effectivement suggérée, ça fait partie de la stratégie. Donc effectivement, l'idée d'enseignant-chercheur, c'était pas une fin en soi en fait. L'idée, moi, c'était vraiment d'enseigner, et après, c'est vraiment l'envie de continuer on va dire à apprendre tout simplement. Je pense que c'est aussi ce qui nous gouverne, c'est qu'on a un peu plus de temps qu'un enseignant au lycée pour apprendre, parce que nous on a un mi-temps en enseignement et un mi-temps recherche. Donc tout le temps qu'on passe pas à faire cours, on le passe à continuer à lire des ouvrages, à contribuer à des ouvrages, à écrire des articles, à faire des modèles pour d'autres. Et moi c'est ce qui m'a plu en fait. J'avais une peur vraiment que j'ai toujours de stagnation, ne serait-ce qu'intellectuelle. Et en me disant, quand j'étais prof en lycée, puisque j'ai enseigné à 5-6 ans quand même en lycée, j'avais bien conscience qu'avec toute la bonne volonté du monde qu'on a, il y a tellement de travail à faire, de préparation évidemment, surtout en début de carrière, de correction de copie, qu'on n'a pas beaucoup le temps de lire à côté. Et moi, ça me gênait un peu, et le métier d'enseignant-chercheur permettait de continuer à progresser intellectuellement,
puis d'avoir une vraie liberté en fait, qu'on n'a pas automatiquement au lycée parce qu'il y a un programme qui est imposé, alors qu'à l'université, c'est nous qui faisons notre programme, même s'il doit être en cohérence avec les autres matières, mais on a beaucoup plus de liberté. Donc le choix pédagogique était plus simple pour moi. Mais ça se passe comment, la préparation de la thèse, tout ça? Alors la thèse, j'allais dire, il y a quasiment autant de méthodologie que d'étudiantes ou d'étudiants. En l'occurrence, on a un sujet de thèse. On doit rendre effectivement un immense mémoire, entre guillemets, de fait. Et on a 3 ans minimum, puisque pour avoir le grade de docteur, il faut un bac plus 8, au même titre qu'un médecin, un grade de docteur. Nous, on a un grade de docteur dans un autre domaine. Et donc après le master, bac plus 5, on a 3 années d'études minimum. Alors après, j'allais dire, il n'y a pas de maximum légalement, mais de fait, quelqu'un qui ferait sa thèse en 10 ans aura du mal après à valoriser sa thèse, parce que l'idée, c'est de faire une thèse soit pour passer un concours pour enseigner à l'université, pour être titulaire, soit pour être embauché dans le secteur privé en fonction des sujets. Alors peut-être que pour le secteur privé, c'est moins préjudiciable de faire une thèse plus longue, mais en même temps, pour passer le concours d'enseignant-chercheur pour l'université, il faut quand même montrer qu'on est capable d'avoir respecté un temps de travail sur un laps de temps de 3 ans, 4 ans. Mais c'est assez différent. Par exemple, en droit, les thèses sont un peu plus longues. Dans les sciences dures, en maths, en physique, les thèses informatiques sont vraiment 2 ans et demi, 3 ans maximum. Et en économie, si on fait de l'économie mathématisée, on est plus proche des sciences dures. Donc la règle, c'est vraiment 3 ans. Moi, dans mon domaine, qui est plutôt de l'économie un peu plus littéraire, parce que j'ai étudié l'histoire de la pensée, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. De fait, moi, j'ai mis 5 ans. Et aussi parce que moi, je travaillais à côté, parce que je n'avais pas de financement de thèse. J'enseignais pour pouvoir financer ma thèse. Donc du coup, j'avais un temps, on va dire, un peu plus compliqué à gérer. Mais la règle, c'est effectivement de rendre sa thèse au bout de 3 ans minimum et qu'elle soit validée par un jury. Et donc là, on a le grade de docteur et puis après, à chacun de décider de ce qu'il fait de ce diplôme en tout cas. Et ça reste un travail, comme on demande, on va dire, à un étudiant de master de travailler sur un sujet, donc de faire des lectures, de rédiger, de présenter en conférence. Ça fait partie du travail d'élaboration de thèse. Et est-ce que toutes vos recherches, elles se passent en anglais ? Alors, la publication, là aussi, c'est propre à chaque matière. En tout cas, en économie, le standard, c'est de publier en anglais parce que, de fait, la recherche, en tout cas, si on fait de la recherche, c'est pour l'étendre au plus grand nombre. L'anglais étant la langue, on va dire, la plus pratiquée dans le monde. De fait, on publie en anglais. Les meilleures revues sur lesquelles nous, on doit publier sont des revues qui sont en anglais. Donc, nous, on publie effectivement en anglais majoritairement, certains quasi exclusivement. Et puis, il y a des revues françaises sur lesquelles on publie en français parce qu'il y a aussi une volonté de défendre la francophonie. Et puis, parfois, quand on étudie des auteurs, par exemple, quand on fait de l'histoire de la pensée, comme moi, on étudie des textes anciens. Alors, ancien, ça peut être des textes du début du XXe siècle, c'est pas automatiquement le Moyen-Âge. Mais parfois, les textes, évidemment, si on étudie des auteurs français, doivent être lus dans la langue, on va dire, originelle. Et de fait, il faut publier en français pour respecter aussi la véracité des termes. Donc parfois, c'est compliqué de traduire des auteurs dans une autre langue et donc du coup, la publication se fait plus facilement dans la langue d'origine. Mais il n'y a pas d'obligation légale, en tout cas, c'est vraiment le principe de fonctionnement. Nous, la recherche se fait essentiellement en anglais. En droit, par exemple, quand on est enseignant-chercheur en droit, on étudie les textes qui sont principalement liés à son pays, donc on publie en français, sauf ceux qui font du droit comparé vont publier évidemment en anglais. Mais majoritairement, quand même, la recherche se fait en anglais, comme on va dire, le business dans le monde des affaires se fait en anglais. Donc on doit aussi avoir cette compétence, c'est-à-dire qu'on doit parler couramment l'anglais, le comprendre oui, et le parler et surtout bien l'écrire, parce que maîtriser l'anglais c'est une chose, bien l'écrire c'est une chose, donc ça fait partie aussi de l'autre compétence qu'on doit acquérir quand on est en thèse, si on ne l'a pas déjà acquise, mais le niveau progresse fortement. Les étudiants sont meilleurs que ce que j'étais moi à l'âge d'être en licence ou en master, donc le système progresse, lentement mais il progresse en tout cas. Et du coup, j'imagine que vous parlez également allemand. Vous savez écrire allemand, vu que vous avez fait un double diplôme. Paradoxalement, j'ai un doctorat allemand, mais je ne parle pas un mot d'allemand, ayant étudié l'espagnol. Comme j'ai vécu en Allemagne, j'étais capable de comprendre, évidemment, dans une conversation, mais je ne le pratique pas, je ne le parle, je ne l'écris surtout pas, de fait, parce que j'ai aucune base, et que quand j'étais en Allemagne, on ne parlait qu'anglais, puisqu'on était entre chercheurs, et c'est un peu la limite. Alors même si on vit en Allemagne, dans la vie de tous les jours, je comprends les mots, mais je suis incapable de faire une phrase correcte, en tout cas. Et je ne mettrai même pas anglais, allemand dans votre CV. Beginners, non, je ne mettrai rien du tout. D'accord.
Et du coup, vos recherches, elles sont portées sur quoi? Est-ce qu'elles sont centrées réellement que sur l'économie ou est-ce que vous avez plutôt... Donc on sait que vous faites aussi de l'histoire de la pensée économique. Est-ce que vous élargissez à d'autres domaines? Alors moi, ma recherche, elle est en économie. Et moi, ma spécialité, c'est de faire ce qu'on appelle de l'histoire de la pensée. C'est-à-dire que, comme je le disais, alors on est sur une thématique particulière. Moi, c'est les questions monétaires, mais on part du principe qu'on va étudier des auteurs anciens, des œuvres anciennes, ou montrer une certaine filiation, une certaine pérennité de certaines idées ou de conflits, etc. Donc on étudie quand même l'économie. Donc je ne dirais pas que je fais autre chose que de l'économie. Après, en fonction des auteurs qu'on étudie, on a besoin par exemple d'avoir des compétences en histoire. Moi, j'ai surtout étudié pendant ma thèse la politique monétaire pendant l'entre-deux-guerres. Donc de fait, l'entre-deux-guerres, ce n'est pas un contexte qui est neutre. Donc on doit connaître le contexte historique. Mais ça, c'est plus pour aider à comprendre les modèles économiques ou les idées économiques. Donc on a besoin, il y a un auteur en économie que j'aime bien qui s'appelle Knut Wicksell, lui il parle de sciences auxiliaires. Il dit, moi je fais des maths parce que les maths, ça m'aide à comprendre l'économie. Mais je ne fais pas des maths, c'est des maths comme outil. Et donc moi, je fais de l'histoire parce que l'histoire me permet de comprendre le contexte des auteurs, parce qu'une théorie, elle s'inscrit toujours dans un contexte particulier. On a réagi face à la révolution industrielle, face à l'entre-deux-guerres, face à la fin du système de Bretton Woods, etc. Donc on peut pas comprendre les auteurs sans avoir l'environnement politique et ou économique. Mais moi, ça reste de la recherche en économie, même si je suis obligé évidemment d'avoir parfois des éclairages particuliers en histoire. Là, actuellement, je travaille plutôt sur les questions liées au blockchain, aux cryptoactifs. Je dois discuter avec des gens qui font de l'informatique, alors sans dire que je vais coder, mais je dois comprendre comment eux ils pensent. Quand on étudie le statut d'un actif numérique, je dois discuter avec des juristes, qu'est-ce qu'ils appellent eux un actif juridique, comment c'est défini dans le prisme du droit. Donc on est obligé de dialoguer avec d'autres sciences ou d'autres disciplines. Donc ça, c'est enrichissant, mais je ne dirais pas que je fais de la recherche en droit ou de la recherche en informatique. J'ai besoin de discuter avec ces gens-là, j'ai besoin de comprendre ces domaines, mais ça reste de la recherche en économie pour moi. Et vos recherches, elles prennent combien de temps à chaque fois? Alors c'est très compliqué de répondre à cette question-là parce que ça dépend un peu. Il n'y a pas une année qui ressemble à une autre, c'est ce qui fait la richesse de ce métier. Il y a des semestres sur lesquels on enseigne plus que d'autres parce que la répartition des cours, elle se fait selon des maquettes qui sont liées à des diplômes parce qu'on est enseignant et chercheur. Donc on doit jouer sur les deux aspects. Et c'est le temps où on n'enseigne pas qui est un temps de recherche. Alors après, il y a des possibilités dans le système, parfois de demander ce qu'on appelle des décharges, soit parce qu'on étudie une nouvelle thématique, soit parce qu'on est sur un projet de recherche particulier, sur un programme. Donc on peut être enseignant, chercheur, parfois y avoir une année sans enseignement. Alors là, il faut faire un dossier, on est en compétition contre d'autres. Donc on peut passer une année à faire que de la recherche. Comme parfois on peut dire je vais m'investir sur le fait de monter un diplôme, sur des nouvelles choses. On peut faire peut-être un peu moins de recherche. Mais en tout cas, théoriquement, on doit faire 50-50 sur l'année, mais ça ne se découpe jamais pareil. Moi, je suis incapable de vous dire, par exemple, dans la semaine, il y a une journée que je consacre à la recherche. J'ai des collègues qui arrivent à faire ça et je pense qu'ils progressent beaucoup plus vite que moi parce qu'ils arrivent à faire un emploi du temps en disant je mets tous mes cours sur 2 jours et puis admettons, j'ai 3 jours où je fais que de la recherche, où j'ai ce temps... moi, je n'arrive pas toujours à le faire parce qu'au-delà de l'enseignement, de la recherche, on a aussi des responsabilités administratives. Et là, c'est difficile de dire, quand on est directeur d'une composante encore plus, mais d'un diplôme, c'est déjà un peu le cas. C'est difficile de dire, cette journée-là, je suis off, je ne réponds pas aux mails, je ne réponds pas au téléphone, parce que c'est un temps de recherche. Il le faudrait pourtant pour progresser, mais les fonctions se multiplient et souvent se juxtaposent. Donc, c'est difficile d'avoir ce temps-là. Mais pour écrire un article, pour répondre à votre question, dans la phase de recherche, ce qu'on appelle la recherche, alors toute proportion gardée et sans grande prétention à ce qu'on appelle la recherche en économie, c'est de fait répondre à une question qu'on a posée, répondre à une problématique que la discipline a posée. Et donc quand on doit écrire un article, il y a une première phase de lecture, d'aller chercher les auteurs, ce qui nous permet d'enrichir la question qu'on va poser, voir si cette question elle est pertinente, si elle n'a pas été répondue par d'autres. Donc il faut faire un peu de la veille, regarder ce qu'ont publié tous les ouvrages qui sont sortis, ce qu'ont publié les auteurs qui sont afférents à cette thématique. Donc il y a une phase vraiment que de lecture, comme le ferait un étudiant. On va faire que lire, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on a assez lu, et donc on va digérer ces lectures-là, et puis on va proposer notre propre explication à ce problème-là. Donc il y a une phase d'écriture qui peut être plus ou moins longue. Certains écrivent très vite, d'autres non. Et puis après, il y a une phase qui est pour moi la plus intéressante. Alors l'écriture, moi j'adore écrire, donc de fait, c'est une phase qui est intéressante. Mais après, écrire, comme je vous disais, juste parce que j'ai écrit un article, de fait, ça n'a pas de grand sens. On écrit pour être lu à plus ou moins
audience, on va dire. Et après, on a souvent une phase où on présente cet article. Alors, on n'appelle pas souvent ça encore des articles, on parle de papier de travail ou de working papers. Et on présente ces travaux-là dans des conférences. Donc, on a des appels à conférences, à contributions. Et donc, de fait, on a des conférences qui peuvent avoir lieu en France, en Europe ou dans le monde de façon générale. Et donc là, on a, comme le ferait un étudiant, on a 15 ou 20 minutes pour défendre notre propos, expliquer pourquoi on s'est posé telle question. Et dans la salle, on peut avoir des spécialistes de cette question-là ou pas. Et donc, on a plein de questions qui arrivent. Et donc, la réaction à ces questions nous fait comprendre les limites du modèle ou de ce qu'on a écrit, ou parfois dire, ça, c'est le point de vue qu'il faut vraiment défendre. Il y a eu l'unanimité. On teste souvent un papier sur 2 ou 3 conférences. Et après, il y a une phase de réécriture. Et après cela, on envoie nos articles dans des revues. Ce sont des revues avec des comités de lecture, donc en France ou à l'étranger. Et là, il y a un processus de sélection où il y a souvent 2 experts en général, qu'on appelle des référés, qui vont lire votre article. Ils sont anonymes, évidemment. Nous-mêmes, quand on envoie à l'éditeur, et l'éditeur n'envoie pas notre nom pour éviter les conflits d'intérêts ou les phénomènes de collusion entre universités ou entre chercheurs. Et on est là aussi analysé. On n'a pas de notes comme les étudiants, mais on nous dit si l'article il est rejeté d'emblée, donc il ne sera pas du tout publié. Et là, il faut tout reprendre à zéro. Soit on dit l'article il est bien, mais il faudrait changer ça ou ça, mais ça reste publiable. Soit on dit c'est nickel, on publie en l'état, ce qui est très très rare. Les meilleurs, je pense, arrivent à faire cela. Moi, c'est pas encore le cas. Ça vous est déjà arrivé d'être rejeté ? Ah oui, rejeté plein de fois. J'allais dire, comme tous ceux qui font des castings, j'allais dire, si vous posez la question à des acteurs et des chanteurs, ils vont vous dire on a plus de refus que d'acceptation. Alors après, il y a différentes stratégies. Soit on envoie quand on est vraiment sûr et qu'on a testé le papier pendant 2 ans, 3 ans. Il y en a qui testent les papiers très longtemps, donc c'est sûr qu'ils ont un résultat très abouti. Si on envoie trop tôt, de fait, on peut être rejeté. Mais même le fait d'être rejeté, au-delà de, on va dire, de ce que ça provoque pour l'estime de soi. Ça vous a jamais rebuté ? Non, parce qu'en même temps, on rejette un papier, on ne me rejette pas moi en tant que personne. Je ne suis pas une mauvaise personne parce que j'ai des rejets. Et souvent, le rejet, il se fait avec une liste de conseils. Alors, plus ou moins étoffé, on est plus ou moins d'accord avec ça. Alors, parfois, on peut répondre, dire non, ça c'est le ou la référé n'a pas compris ce que je voulais faire, on doit repréciser. Mais ça veut dire qu'on a mal écrit, qu'on a été pas très clair là-dessus. Donc, au contraire, c'est très constructif d'arriver à avoir des retours. On fait ce métier pour ça. Et après, on publie. Il y a des papiers qu'on oublie. Moi, j'ai des papiers. J'ai un tas quasi poubelle, article 1, article 2, etc. Puis il y a des papiers qu'on ressort, parce que 5 ans après, c'est redevenu, peut-être on a une nouvelle perception de ce phénomène, où on a rencontré, comme dans mon cas parfois, des co-auteurs qui travaillent là-dessus, en me disant c'est super, on peut rebosser sur ce papier, et des personnes nous apportent un éclairage ou une compétence particulière qu'on n'avait pas, et on peut ressortir le papier. C'est ce qui fait la richesse aussi. Donc il ne faut jamais jeter en fait, ces idées, comme dans tout, c'est une mauvaise idée, parfois elle sera bonne quelques années après. Ouais. Et sinon, quelles sont les qualités que vous pensez être les meilleures pour être enseignant-chercheur, avoir de l'organisation, savoir réussir à se faire comprendre, collaborer avec les autres ? C'est quoi les qualités phares ? Les qualités, je veux dire, c'est les mêmes auxquelles j'aurais répondu si vous m'avez dit quelles sont les qualités d'un enseignant. C'est déjà d'être passionné de ce qu'on fait en fait. Je pense c'est un métier de communication quand on est enseignant. Et de la même chose quand on fait de la recherche, alors, au-delà de croire à ce qu'on écrit, j'espère que les gens croient à ce qu'ils écrivent, mais il faut déjà aimer ce qu'on fait. Et donc de fait, je pense que si on n'est pas passionné de sa discipline, de fait, ça passera pas toujours bien, aussi pédagogue que soit la personne. Mais voilà, faut voir que, je pense, en tout cas moi les personnes qui m'ont marqué, vous me posiez aussi la question tout à l'heure, j'y réponds un peu avec retard, mais ça me fait penser, si je fais ce métier, c'est aussi que j'ai été marqué par des enseignants et enseignantes, pour moi en l'occurrence, qui faisaient de l'histoire de la pensée. Et en la voyant enseigner, je me suis dit, mais en fait, je veux être cette personne. J'avais l'impression qu'elle était très heureuse, et c'était le cas, d'enseigner, de transmettre la connaissance des auteurs. Et moi, je me suis dit, j'aimerais avoir ce niveau intellectuel et j'aimerais aussi transmettre, parce que je trouve que c'est très utile. Et donc, il faut être passionné, premièrement, par la matière. Et sinon, on ne passerait pas aussi autant d'heures à lire des bouquins, à écrire, à faire des cours, à construire des cours. Il faut être passionné par la matière. Il faut être travailleur parce que ça nécessite beaucoup de temps, évidemment. Donc il ne faut pas avoir peur parfois de bousculer aussi son emploi du temps. Et puis il faut être pédagogue parce que ça reste un métier où il faut transmettre. Donc il y a aussi une manière, il faut être empathique parce que on peut être soi-même un excellent chercheur, un brillant scientifique dans son domaine, ne pas avoir la capacité de transmettre parce qu'on ne se met jamais à la place de l'autre, d'où le phénomène d'empathie.
Se dire, voilà, si moi j'étais étudiant, que je n'ai pas d'intérêt particulier pour la monnaie, est-ce que je serais capable de comprendre ce qu'est la titrisation, ce qu'est la création monétaire. Donc il faut aussi avoir cette capacité aussi de relativiser. Et le côté un peu frustrant parfois, c'est accepter de moins dire de choses, parfois de les dire, alors je vais dire pas de façon fausse, mais de durcir un peu le trait pour faciliter la compréhension. Et après, aller vers plus de complexité. Mais il y a déjà un niveau de base à comprendre. Donc il faut avoir aussi cette espèce de gymnastique intellectuelle, de se mettre à la place de celui ou celle à qui on enseigne et de dire, voilà, quel est l'objectif de ce que je transmets. Donc la pédagogie, elle est évidemment importante, sur toutes ses formes. Et pour faire de la recherche, là aussi, le côté passionné, il le faut, mais on l'a tous quand on est dans ce métier. Et être organisé, oui, parce qu'on reste quand même, alors le débat, il existe, est-ce qu'on est des scientifiques ou pas, je ne sais pas si je dois répondre à cela, mais en tout cas, il faut être organisé dans le sens où quand on doit rendre un article pour une conférence, il y a une deadline à respecter, donc on ne peut pas dire j'écris quand je veux, il faut se faire une espèce de planning. Et puis parfois, la question des méthodes de recherche, peut-être sera dans les questions que vous allez poser, mais la méthode qu'on emploie de fait, elle est aussi, elle impose d'avoir une certaine forme de rationalité et d'organisation, quoi. D'accord. Et ça peut paraître bizarre comme question, mais c'est quoi le but de vos recherches ? Et alors, le but de nos recherches, c'est une bonne question. On ne va pas sauver le monde, en tout cas avec mes recherches, je n'ai pas cette prétention-là. Alors là, il y a une formulation que j'aime bien, alors qui est très prétentieuse, mais qui dit bien ce qu'on a envie de faire, c'est de rendre intelligible la réalité. Moi, je dis souvent ça quand on dit à quoi ça sert l'économie, c'est d'expliquer ce qu'on vit au concret. Donc moi, l'économie, c'est une science humaine. Il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas d'être humain. Et en fait, c'est les humains qui font l'économie, avec ses hauts et ses bas. Et les décisions des êtres humains, quand elles sont en interaction, elles-mêmes, elles font le fonctionnement global, ce qu'on appelle la macroéconomie. Donc tout part de l'humain. Et de fait, pour comprendre parfois certaines décisions, certaines erreurs, évidemment, il faut comprendre, il faut donner un sens à cette réalité. Donc pourquoi, je ne sais pas, l'accumulation de dettes, ça peut provoquer un problème de croissance. Et là, c'est les mécanismes des économistes, la manière dont les institutions fonctionnent, la manière dont on finance les dettes. Donc tout ça, en fait, il faut arriver à donner une explication plausible à quelque chose de concret. Donc moi, c'est vraiment expliquer la réalité. Et c'est pour ça que quand j'utilise l'histoire, en fait, j'utilise pas l'histoire juste pour dire voilà ce qui s'est passé en 1930. C'est que si j'utilise ce qui s'est passé en 1930, c'est que c'est un écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, peut-être que ça plaira pas à certains de mes collègues, mais il y a un côté assez proche avec ce que pourrait faire un journaliste. Alors, journaliste, il n'a pas la culture scientifique ou académique qu'on a, mais moi, si vous me dites votre travail c'est celui d'un journaliste, il y a certains aspects, oui, parce que le journaliste, lui, il a une phase de recherche quand il doit écrire un article. Alors il passe peut-être pas le même temps que nous, on fait pas les mêmes types de lecture, mais en tout cas moi c'est vraiment comprendre la réalité en fait, d'où l'idée de l'histoire. Pour moi l'histoire me permet de comprendre le présent. Donc c'est ça le but de mes recherches. Aujourd'hui, je travaille sur les cryptoactifs. L'objectif, c'est de comprendre comment fonctionne cet écosystème. Alors, est-ce que notre rôle, c'est de faire des prévisions ? Je n'aurais pas cette prétention, mais peut-être de dire, voilà, si on va vers tel type de fonctionnement avec pas de banque, mais que des cryptoactifs, etc. Voilà les enjeux que ça va poser, voilà les problèmes. Mais c'est à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qu'on connaît. Vous relisez ce même article dans 3 ans, peut-être que j'aurais eu une super idée et je serais peut-être prix Nobel, ou il y a plus de chances que ce soit le deuxième cas, ou peut-être que cet article il est déjà désuet parce que la réglementation a changé, etc. Donc moi, c'est vraiment expliquer la réalité et surtout les enjeux, notamment quel risque ça peut poser si on prend telle ou telle voie. Donc ça reste vraiment là-dessus pour moi. C'est quoi vos méthodes pour vos recherches ? Alors moi, comme je le disais, ma méthode de recherche, comme je suis de formation ce qu'on appelle historien de la pensée, donc c'est plutôt tourné vers les archives. Donc, par exemple, pour ma thèse, il y a eu une bonne partie du travail qui a consisté à aller aux archives de la Banque de France et de fait d'aller consulter ce qui était disponible, de sélectionner les articles, après de les dépouiller, de voir ce que j'en fais ou pas. Et puis après, une phase de restitution. Donc, il y a un travail d'archives, au même titre que le ferait vraiment un enseignant, un chercheur en histoire, et dans d'autres domaines, aussi en littérature, en sociologie, dans d'autres domaines des sciences humaines, effectivement, qui sont moins pas les sciences dures. Et puis, il y a une partie plutôt liée à l'économie un peu plus mathématisée. J'ai étudié aussi des modèles macroéconomiques. Et donc, de fait, il faut aller chercher dans les modèles les hypothèses mathématiques. Et donc là, une phase vraiment de lecture d'articles de recherche, et puis en lien avec d'autres enseignants qui m'ont aidé sur cette compétence-là. Ouais. Mais pour moi, c'est plus la partie archive qui va m'aider. Il peut y avoir aujourd'hui, dans les travaux que je fais, plutôt sur les cryptoactifs, sur la blockchain en général, une phase quasiment de veille. En fait, je regarde ce que font les startups, comment elles fonctionnent, quelles sont aussi
les réactions des régulateurs, des banques centrales. Donc ça, tout dépend un peu des thématiques, mais moi j'ai pas une méthode de recherche mathématique, par exemple comme en sciences dures, avec une phase de je construis un modèle, j'ai une base de données en économétrie. Moi je fais pas cette partie-là. J'adorerais avoir cette compétence, mais c'est pas quelque chose que j'ai. Et de fait, si je dois avoir l'utilisation de données, par exemple ça pourrait être le cas pour les travaux sur la blockchain, on trouve un ou une co-auteur qui a cette compétence et on écrit un papier à plusieurs ou un programme de recherche à plusieurs. Et c'est aussi ça qui fait la richesse du métier, c'est qu'on travaille rarement tout seul en fait. Mais moi, c'est vraiment utilisation des archives et puis suivi de la littérature, voire suivi de ce que font des entreprises concrètes quand c'est le cas. On fait rarement des interviews comme peuvent le faire d'autres domaines. En gestion, ils font souvent ça. En sociologie, ils peuvent le faire. Dans d'autres domaines des sciences humaines, ils ont plutôt la partie parfois entretien qualitatif. Nous, on n'a pas trop cette méthode en économie, c'est très très rare. Ou si on l'a, c'est pour collecter des données, mais il faut un nombre de données relativement important pour que ce soit significatif. Donc c'est moins un principe qu'on a, c'est vrai. Donc moi, c'est vraiment les archives qui me caractérisent, avec la difficulté que ça a, parce que c'est très chronophage. On n'est jamais sûr de ce qu'on trouve. Souvent, on vous dit dans telle boîte, avec tel numéro, compte rendu de la réunion de telle date. Sauf que dans le compte rendu, je ne sais pas s'il fait une page, s'il fait 10 pages. Est-ce qu'il est lisible ? Est-ce qu'il est en bon état ? Donc il y a toujours une phase un peu de surprise de ce qu'on trouve. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Parfois, ça peut remettre en cause un papier ou un projet parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les données nécessaires. Ou parfois, les archives, elles sont aux États-Unis, etc. Alors aujourd'hui, la numérisation, la technologie, elle facilite la chose. Il y a beaucoup d'archives qui sont maintenant numérisées, même si ça prend beaucoup de temps. En France, on a fait pas mal d'efforts là-dessus, aux États-Unis aussi et dans d'autres pays. Donc on arrive maintenant presque à accéder à des archives sans trop se déplacer. Pour le climat, c'est très très bien, parce qu'aller prendre l'avion pour aller consulter des archives, c'est pas toujours l'idéal. Et pourtant, on a besoin de ça. Mais le travail sur place, il est aussi bien, parce qu'on peut discuter avec des gens qui sont spécialistes souvent dans ces pays-là, dans d'autres universités. Donc, se déplacer, c'est aussi un atout majeur. Et vous avez déjà été à l'international pour vos recherches ? Je crois que vous avez déjà été à Londres pour... Alors, moi, mes recherches, puisque moi, j'étudiais la politique monétaire de la France, donc j'ai fait mes travaux d'archives plutôt en France, mais par exemple, pour d'autres papiers, on a pu faire des recherches en Espagne, en Suisse, parce que c'est là où étaient les archives de ce dont on avait besoin, en l'occurrence d'une institution qui siégeait là-bas. Donc, pour la partie recherche, moi, j'ai plutôt fait des archives en France. Et après, mes co-auteurs se sont déplacés. J'ai un co-auteur espagnol qui, lui, a plus facilement accès. Donc là aussi, la question climat, c'est bien de limiter les déplacements. Lui étant sur place, c'est plus simple que moi me déplacer. Et après, c'est surtout les conférences qui font qu'on se déplace à l'international. D'accord. Et donc, vous avez dit que vous avez beaucoup travaillé sur le domaine de la France. J'imagine que c'est dans votre thèse. Ouais. Et pourquoi, du coup, avoir choisi, déjà, est-ce que vous pouvez la rappeler ? Donc ma thèse, alors le sujet de ma thèse, c'est sur ce qu'on appelle la règle monétaire, c'est-à-dire l'idée de limiter le comportement des banques centrales à un certain comportement type qu'on pourrait définir sous une forme mathématique, une équation, et qui est en fait une fonction de réaction en disant si les prix augmentent, de combien à peu près le taux d'intérêt augmenterait, si le PIB augmente ou diminue, de combien on fait varier le taux d'intérêt. Et il y a toute une littérature, au tout début où ces idées sont apparues, qui consistait à mettre en avant le côté positif de cette manière de faire, et à l'inverse, le côté négatif pour d'autres, en disant on ne doit pas limiter le comportement d'une banque centrale parce qu'on réagit face à des crises, de fait on ne peut pas tout anticiper. Et donc c'est ce qu'on appelle le débat entre la règle et la discrétion étant plutôt un comportement aléatoire non prévisible. Et donc moi j'ai étudié la littérature théorique de ces modèles-là. C'est ce qui m'a amené à étudier des auteurs, notamment un auteur suédois, et c'est pour ça que j'ai étudié aussi la Suède en matière de politique monétaire, parce que c'est l'un des premiers à avoir écrit sur ces débats règles versus discrétion. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est pas faire de la théorie, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur pourquoi on fait de la recherche, mais c'était de voir en fait, est-ce que ça s'était appliqué dans les faits ? Est-ce qu'il y a un lien entre la théorie et la pratique ? Et donc j'ai regardé comment deux nations, la France, puisque c'est le système bancaire que je connais le mieux, et surtout il y avait un vrai débat, en plus cette fois-ci c'était cohérent, c'est pas juste le fait d'être français qui m'a fait étudier la France, et la Suède, puisque c'était le pays dans lequel ces premiers débats ont émergé. Et donc j'ai étudié vraiment la politique monétaire, donc via données d'archives, entre la France et la Suède. Alors pour la Suède, il y avait déjà des choses qui avaient été collectées, et des gens qui avaient écrit dessus, donc moi je ne maîtrise pas le suédois non plus, donc j'ai dû attendre que certains travaux soient traduits, mais pour la France, du coup, c'est le travail d'archives que j'ai pu conduire. Donc moi, j'ai étudié comment finalement ces débats théoriques sur les fonctions de réaction de banque centrale, comment ils ont été appliqués. Est-ce qu'il y a un lien entre la théorie et la pratique ?
Et l'idée de la conclusion de la thèse consistait à dire que de fait, on ne peut jamais distinguer en gros un fonctionnement automatique, type de règle monétaire, et un fonctionnement discrétionnaire, et que la France s'était vantée d'être le pays le plus fidèle à la règle. Par exemple, une des règles qu'on connaît tous sans le savoir, c'est la règle de couverture en gros de la quantité de monnaie avec une quantité d'or, de fait, ce qu'on a fait pendant les talons or. Cette règle-là, la France se vantait de la respecter, et quand on regardait en pratique, donc là il a fallu regarder les niveaux de stock, l'évolution historique, quelles étaient les décisions de la Banque centrale, que faisaient les banques centrales en matière aussi d'achat ou de titres sur les marchés financiers, et on se rendait compte qu'il y avait un comportement affiché, et que dans les faits, on utilisait évidemment aussi le comportement discrétionnaire, qu'on réagissait un peu face aux crises internes, et qu'on faisait varier le taux d'intérêt indépendamment de ce à quoi la règle nous l'imposait, quoi. Donc c'était montré qu'il n'y a jamais de comportement, c'est pas manichéen, c'est jamais soit l'un soit l'autre, et l'idée de la thèse c'était aussi d'expliquer en fait pourquoi il n'y avait pas ce respect, et la conclusion à laquelle j'aboutis, c'est de dire qu'il y avait deux formes d'instabilité, évidemment. Une instabilité qui concernait le taux de change, et une instabilité qui était plutôt l'inflation en France, et que de fait, dès lors qu'on a deux types en gros d'instabilité, on est obligé d'avoir une discrétion d'un côté et peut-être une règle automatique de l'autre. Et donc j'ai testé cette idée avec les données et ce qui s'est passé dans l'histoire. Et comment vous conciliez le métier de chercheur et d'enseignant ? Alors comment j'arrive à concilier les deux ? Comme si j'avais la réponse, je crois que je serais l'homme le plus heureux au monde. C'est très variable, comme je disais, d'une année à l'autre. C'est difficile parce que parfois les contraintes qu'on a dans le métier de chercheur, où on doit rendre des articles, des travaux, on doit postuler pour des conférences à une certaine date, correspondent peut-être à la période sur laquelle on a le plus d'heures de cours, et inversement, peut-être les périodes où on a un peu moins de cours parce que les étudiants sont en stage majoritairement, ce qui va être le cas à partir d'avril, où là c'est une période un peu plus simple pour nous enseignants-chercheurs parce que pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui sont en stage, donc on n'a plus la même charge de cours et donc on a un peu plus de temps pour la recherche. Donc c'est vraiment le calendrier parfois universitaire un peu qui impose cela. Donc, mais parfois certains collègues aussi arrivent à avoir des cours qui sont condensés sur un semestre, donc ils peuvent être quasiment que enseignants sur un semestre et puis faire beaucoup plus de recherche sur l'autre semestre. Parfois on jongle entre les deux, et donc c'est ce qui est parfois le plus difficile ou le plus frustrant, c'est que parfois on aimerait passer plus de temps sur des travaux de recherche, mais il y a aussi une réalité, on doit faire évidemment cours, et avec grand plaisir, en toute honnêteté, c'est pas une contrainte, c'est une contrainte du métier, mais c'est pas un sacrifice d'aller en cours, et on a des calendriers qui sont inflexibles, il faut rendre des copies à telle date, et donc il y a des périodes un peu intenses, ce qui fait que parfois les enseignants, vous devez avoir, ne répondent pas toujours de façon très rapide aux mails, où vous les sentez un peu plus stressés ou plus absents, parce qu'effectivement c'est un peu compliqué de gérer les deux, et surtout les calendriers internationaux sont pas les mêmes. Par exemple, moi j'avais un co-auteur qui est en Amérique du Sud, eux l'été ils travaillent, donc de fait c'est pas une période de vacances quand moi je suis officiellement en vacances, donc faut arriver à jongler. Parfois aussi on a des contraintes d'éditeurs ou qui nous obligent aussi à bosser pendant les vacances, même les vacances estivales, parce que du coup on n'a pas les mêmes contraintes tous. Donc il faut arriver, c'est peut-être le côté le plus compliqué, d'arriver à jongler entre l'enseignement et la recherche, ce qui explique aussi que sur long terme, certains parfois s'épuisent, certains ou certaines s'épuisent, font un peu moins de recherche, parce qu'en disant je vais m'investir aussi de plus en plus dans l'enseignement, ou prennent des fonctions on va dire de direction de fait, et puis d'autres qui vont arriver à maintenir aussi on va dire une vraie parité entre les deux, et inverse, d'autres qui vont enseigner un petit peu moins et s'investir sur des programmes de recherche. Donc il y en a qui sont très bons pour vraiment conduire les deux, mais aussi, j'allais dire, ce qui change beaucoup, alors au-delà des sujets de recherche, c'est comment on fait de la recherche. Il y en a qui ont un vrai travail d'équipe avec une vraie répartition des tâches, et je trouve que quand on travaille en équipe, c'est plus simple aussi d'arriver à s'organiser parce que on se répartit les tâches, et donc on arrive à concilier les deux. Moi au début j'écrivais tout seul essentiellement, et maintenant j'écris exclusivement, quasiment avec plusieurs personnes. Du coup, alors il faut s'organiser aussi, parce que on n'a pas les mêmes emplois du temps, mais c'est aussi stimulant parce que de fait, on s'épaule et on se divise le travail. D'accord. Donc peut-être une question bête, mais une question que je trouve qui est très importante. Est-ce que vous appréciez ce métier ? Est-ce que vous êtes heureux ? Oui, j'espère que ça se voit dans la manière dont j'enseigne ou la manière dont j'en parle. Oui, je suis très heureux. Je ne me verrais pas, très honnêtement, faire un autre métier. Et après, j'ai toujours dit, alors je dis ça aux étudiants, mais vraiment, j'avais cette intime conviction quand j'ai débuté ma carrière, je me suis toujours dit, je serais sûr de faire le bon métier le jour où
où je me pose pas la question en fait d'aller bosser. Et très honnêtement, c'est le cas. Alors, peut-être je vais vous citer un 10 cas où effectivement le matin quand je me suis levé, je me suis dit il faut aller bosser. Je suis moins motivé, mais très honnêtement, j'ai pas l'impression d'aller au travail en fait. Ça fait partie de mon ADN. Je vais faire cours, je vais faire de la recherche. Je vais dans mon bureau, mais j'ai pas cette contrainte-là. Et ce qui fait que ça peut être un reproche, évidemment, pour nos vies privées parfois. Parfois, la recherche empiète sur la vie privée parce que moi, je peux bosser les week-ends, mais c'est pas un sacrifice. Alors, ça peut être un sacrifice parce qu'on est moins présent pour d'autres et à un moment donné, il faut séparer les deux. Mais très honnêtement, quand on est passionné par son sujet, on doit finir un article, et on est pris comme dans un roman parfois. On n'arrive pas à finir un roman, parfois on est obligé de finir d'écrire cet article parce qu'on a cette contrainte. Donc moi, je suis très heureux du métier que je fais parce qu'à la fois il y a tout ce que je recherche. À la base j'ai commencé ce métier comme étant enseignant et je ne pourrais pas faire ce métier sans avoir cet échange de connaissances, cette interaction avec les étudiantes et les étudiants. À la fois il y a la partie curiosité intellectuelle, je pense, qui m'anime, et j'aurais pas pu faire carrière à long terme en lycée, je pense, avec tout le respect vraiment que j'ai pour mes collègues qui ont continué, qui sont restés en lycée. Ils ont beaucoup plus de contraintes que nous sur les programmes, sur le planning. Ils ont des charges de copies qui sont plus lourdes. Nous, on a corrigé peut-être moins de copies en nombre de fois. Par contre, quand on a un tas de copies, on peut en prendre 200 ou 400. Donc là, c'est plus douloureux sur le coup. Mais quand même, par rapport à ce que corrigent certains collègues, je pense qu'on ne peut pas trop comparer cela. Donc la curiosité intellectuelle, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour continuer à évoluer dans le métier. Et puis l'autre partie sur laquelle je me suis mis un peu plus tard, mais c'est aussi lié à l'évolution des carrières, c'est que maintenant, moi, je dirige un diplôme. Et de fait, il y a aussi le côté retour, entre guillemets, à qu'est-ce que je rends au système, quoi. Et le fait de former des étudiants qui sont en alternance, de fait, on a le lien avec l'entreprise, la vie économique. Et là, aussi, c'est enrichissant parce qu'en discutant, moi, je discute essentiellement avec des gens qui bossent dans la banque et la finance. De fait, on voit les contraintes de terrain et on se pose la question, est-ce que moi, ce que j'enseigne, est-ce que c'est cohérent avec ce qu'ils vivent? Est-ce que nos programmes de diplôme, ils sont cohérents avec la réalité du métier? Et ça oblige à changer. C'est pour ça que l'enseignement universitaire doit évidemment être connecté avec la vie économique, avec les acteurs locaux, parce qu'on ne peut pas continuer à former des gens juste avec des grandes idées théoriques, parce que c'est les dogmes dans la matière, alors qu'aujourd'hui, les entreprises ne les appliquent pas, quoi. Donc il y a à la fois ce côté enseigner, parce que c'est ce qui me plaît, l'enrichissement intellectuel, parce qu'on a le temps de lire, et la recherche nous oblige à augmenter notre stock de connaissances. Et le côté aussi, on n'est pas déconnecté du terrain parce qu'on dirige des diplômes, on a des vacataires aussi qui sont issus du monde de l'entreprise et on construit des diplômes aussi avec eux. Donc de fait, on coche les 3 cases et moi ça me convient parfaitement pour l'instant. Je ne sais pas ce que je vous dirai dans 10 ans, on fera un autre podcast peut-être, rendez-vous 10 ans après, mais vous serez déjà inséré dans la vie active, donc ça sera d'autres étudiants. Mais non, je ne me verrai pas très honnêtement faire autre chose. Alors je le ferai certainement différemment au fur et à mesure des années, on n'enseigne plus de la même manière, et parce que aussi les étudiantes et les étudiants ne sont plus les mêmes. Mais en tout cas, je suis ravi du métier que je fais et du parcours que j'ai eu. Très honnêtement, je regrette rien en fait. C'est parfait ça. Et, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous raconter, si vous voulez, une anecdote qui vous a marqué, bien ou mauvaise? Alors, qui concerne quoi? Qui concerne Sur votre métier, peu importe, une anecdote qui vous a vraiment marqué. Alors, sur mon métier, c'est difficile, je ne veux pas être coupé au montage. Ouais. Non, alors... C'est notre podcast, on est ici pour vous interviewer, vous dites ce que vous voulez. Alors, c'est très compliqué, alors, je ne saurais pas quoi vous raconter comme anecdote, très honnêtement, parce que alors, sur le métier d'enseignant, à part... mais c'était pas du tout à l'université, hein. Mon premier jour, je crois, comme enseignant en lycée, j'étais très jeune, donc de fait, j'étais plus proche d'un lycéen, pas loin que d'autres. Et il s'est trouvé qu'on faisait c'était la journée de test pour l'alarme incendie en fait. Et moi je suis arrivé, je ne connaissais même pas mes étudiants, enfin mes lycéens qui étaient en seconde. Et donc je me suis trouvé à devoir amener des gens en dehors du coup du lycée, dans la salle, dans la cour de réunion. Mais en fait je savais toujours pas qui étaient mes lycéens. Et donc quand il a fallu ramener les lycéens dans leur classe, de fait... le proviseur est venu me voir en disant « Mais où est votre classe ?» Je leur ai dit « Ils sont là. » Et j'ai pris 18 personnes qui étaient devant moi en leur disant « Je ne suis pas votre enseignant, c'est pas grave. Vous venez avec moi dans la salle et après vous regagnerez. » Parce que je ne savais toujours pas qui était. C'était mon premier jour de rentrée. J'avais pas bossé ma liste. Et donc voilà, je me suis trouvé un peu désabusé. Et en même temps, j'étais pas le stéréotype de l'enseignant à lambda. Donc c'était assez rigolo. C'était un départ un peu particulier. Mais ça s'est pas produit à l'université. Ça va, les étudiants, en tout cas, viennent directement dans la salle. J'ai pas besoin d'aller chercher. Il vaut mieux pour que ça se passe bien.
Est-ce que vous pensez que l'économie, vous pensez que l'économie est une science pure ou morale? Non, même si on a un début de réponse. Alors, vous avez eu un début de réponse. Alors, si vous parlez de science morale comme étant une science humaine, oui, je vous dirais l'économie, c'est une science morale et humaine. C'est pas moral dans le sens où il y a une éthique, le côté bien ou le mal, c'est pas en ce sens-là, mais c'est une science humaine pour moi parce que, comme je vous le disais, l'économie, c'est pas des atomes, quoi. Les économies, c'est des êtres humains. Alors, on peut dire, je fais l'hypothèse qu'un être humain se comporte que comme statistiquement, et on lui donne des caractéristiques, ce qu'on fait en microéconomie avec ce qu'on appelle l'homo economicus, un portrait type du consommateur, de l'entrepreneur, etc. Mais moi, c'est pas ma manière de travailler, puisque comme je vous disais, moi j'ai plutôt le prisme de l'historien, si je pouvais le dire ainsi. Et donc moi, c'est vraiment une science humaine, et c'est pas une limite, c'est pas une insulte, de fait de dire je fais des sciences humaines, de fait, parce que et ça a été un peu tout mon travail de thèse, d'essayer de comprendre pourquoi la politique monétaire elle était de telle manière, parce que derrière il y avait des personnes qui avaient décidé de telle manière, il y avait un contexte, il y avait des institutions qui obligeaient à faire ceci, cela, où il y avait des pays qui avaient des intérêts ou des conflits d'intérêts parfois. Donc c'est toujours l'humain en fait qui explique, c'est l'humain qui fait l'économie. On peut essayer de faire des prévisions, de dire en moyenne, si l'économie se comporte comme telle ou si les humains se comportent comme on l'a défini dans notre petit modèle, oui il se passera ça, sauf qu'on sait très bien que ce qui est intéressant c'est d'étudier ce que ça aurait dû être et ce que c'est en réalité, quoi. C'est ça qui fait la richesse, pour moi en tout cas du travail de chercheur, c'est d'expliquer entre fonctionnement idéal, qui serait le plus équitable, le plus juste, celui qui permettrait pour moi l'égalité des prix, etc. Et à l'inverse, ce qui se passe ce qui s'est passé dans la réalité, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment une science humaine de fait, parce que c'est l'humain qui fait l'économie. Ah, c'est intéressant parce que beaucoup d'étudiants, en tout cas qui sont au lycée, pour avoir fait SES, ont fait beaucoup de choses qui sont beaucoup plus littéraires et arrivé en première année d'économie, on est beaucoup plus plongé dans les maths. Donc oui. C'est intéressant, en fait, on se dit, finalement l'économie c'est que des maths, et là où... C'est souvent effectivement alors la limite ou ce qui peut être étonnant quand on est étudiant du coup à l'université, peu importe dans quelle université on est, Saint-Étienne ou ailleurs, c'est que du coup on a une idée de l'économie qui est plutôt qu'on appelle un science économique et sociale, qui est plutôt une économie qui est beaucoup plus littéraire comme vous le dites, parce que on fait l'histoire des modèles, c'est plus une histoire des idées dans le domaine économique et social, et parfois il y a des cours qui se rapprochent de choses que vous avez pu avoir en histoire-géographie, parce que quand on a eu la crise de la Grande Dépression, nos collègues historiens eux-mêmes, ils ont été obligés d'aller voir les mécanismes économiques et on discute avec eux aussi sur ces mécanismes-là. Donc c'est sûr qu'on peut avoir une idée un peu plus littéraire de l'économie, puis on arrive à l'université. Moi c'était la même chose, mon premier cours, ça aurait pu être une anecdote, mon premier cours quand j'étais en licence d'économie, ça a été un cours de statistique. Et en fait, pendant 1h30, on n'a fait que des lettres grecques. Et moi, je suis sorti en me disant, mais si c'est ça les études d'économie, et évidemment, ce n'était pas que ça, mais c'est sûr qu'on peut avoir cet a priori. Et après, on comprend très vite qu'on voit ça comme un outil, qu'on l'applique. Et puis, il y a différentes manières de faire de l'économie. Il y en a qui font de l'économie mathématique. Et on a vraiment besoin de ça parce que ça fait progresser. Et ça a fait progresser la recherche en général. Quand on étudie la fiscalité, de fait, voilà, il y a certaines choses dont on a besoin. Et inversement, on a besoin aussi de prendre du recul en histoire des idées, d'avoir des gens qui ont presque une approche philosophique. On a des collègues à l'école d'économie qui sont des théoriciens du choix social, par exemple. Ils le font du point de vue mathématique et d'autres qui le font du point de vue philosophique. Et les deux se parlent. Et c'est ça qui est génial. Ils n'ont pas la même méthode, mais ils ont quasiment la même ambition, le même sujet d'étude. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans les enseignements, mais j'avoue que ça peut être un peu choquant. Mais après, voilà, là aussi il y a un phénomène d'acculturation qui doit avoir lieu. Et du coup, une question qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste, mais pensez-vous que la monnaie fiduciaire, donc la monnaie liquide, palpable, va disparaître? Est-ce que les crypto-monnaies vont supplanter notre système monétaire ou pas? Ça fait partie des grandes craintes, j'allais dire quasiment journalistiques, cette fois-ci, de prôner le risque ultime qui serait la disparition du cash. Je pense pas, très honnêtement. J'avais déjà été interviewé il y a de ça 1 ou 2 ans par la presse plutôt locale, quand on avait supprimé le billet de 500 € en disant est-ce que c'est une première étape vers la suppression du cash? J'avais répondu que non, parce que de fait, il y aura toujours besoin de monnaie matérielle, de fait, parce qu'il y a des phénomènes aussi de ce qu'on appelle d'inclusion bancaire ou financière. Tout le monde n'a pas accès à de la monnaie qui circulerait que de façon totalement dématérialisée. Tout le monde n'a pas accès à Internet. Toutes les zones en France ne sont pas encore couvertes. Alors peut-être que dans 10 ans, ça sera le cas, je le souhaite, mais ce n'est pas encore le cas. Tout le monde n'est pas capable aussi, des personnes âgées ou d'autres personnes avec handicap n'ont pas toute possibilité d'accéder à un système de crypto-actifs où il faudrait télécharger un wallet. Alors peut-être que ça sera le cas, je ne sais pas, mais
moi, je vois pas cette crainte. Je comprends la crainte, hein, c'est aussi logique hein, quand on veut critiquer le système de mettre en avant cela en disant que derrière il y a une stratégie des banques centrales de vouloir supprimer le cash. L'argument qu'on pourrait justifier, c'est qu'on veut supprimer le cash parce que le cash reste la première source de blanchiment d'argent, quoi qu'on en dise. Donc les cryptoactifs ne sont pas le principal vecteur de blanchiment d'argent. Quand on veut blanchir de l'argent, c'est avec du cash, c'est pas avec des cryptos. Même si on pourrait avoir ce débat, mais les chiffres d'Interpol le démontre en fait. Il y a beaucoup plus de blanchiment d'argent avec le dollar qu'avec les cryptoactifs. Donc je ne crois pas en la disparition parce que de fait, il y aura toujours un besoin de terrain. Pour des phénomènes d'inclusion, il y a besoin de la monnaie matérielle. Et puis parce que ça inspire confiance, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'on a confiance en la monnaie parce que il y a quand même, bien que ce soit une proportion relativement faible, hein, c'est moins de 10% de la masse monétaire, mais il y a quand même de l'argent concret, palpable. Et les anciennes générations, ce qui ne seront peut-être pas le cas au fur et à mesure, mais ils ont besoin. Hein. Certains, je ne dis pas qu'ils vont vider leur compte en banque chaque fois qu'ils sont payés ou qu'ils ont leur retraite, leur pension, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent encore du cash. Ils ont besoin de ça pour avoir confiance dans le système. Donc il faut que le système soit adapté à cela, quoi. Donc moi je ne crois pas en la disparition, en tout cas pas sur un horizon, on va dire, moyen terme, proche, non. Ouais. Quoi qu'on en dise, on pourrait, mais en même temps, il faudrait d'abord nous prouver que les cryptoactifs, peu importe lesquels, soient capables d'effectuer en nombre très important l'ensemble des paiements qu'on fait véhiculer par de la monnaie scripturale mais traditionnelle ou de la monnaie effectivement matérielle, quoi. Et pensez-vous que les études d'économie, c'est l'avenir ? Tout dépend ce qu'on veut faire. Je n'imposerai pas à tout le monde de faire des études d'économie si il n'y a pas une velléité de travailler dans ce domaine ou dans les domaines que permettent l'économie. Alors moi, je ne vais pas dire que c'est pas bien de faire des études d'économie parce que j'en suis issu. Donc moi, j'y ai trouvé un intérêt, très honnêtement, aussi parce que ça reste quelque chose qui est lié au quotidien en fait. On est tous biberonnés, qu'on le veuille ou non, par l'économie. Donc petit, on vous apprend la loi de l'offre et la demande, on vous apprend que quand il n'y a pas assez de choses vendues, le prix augmente. Donc tous les jours dans notre quotidien, en fait, on est confronté à l'économie, on n'est pas obligé de faire des études et de faire une thèse là-dessus, mais en fait, on est confronté à ça. Donc moi, j'y vois un intérêt. Dans les métiers qui concernent l'économie, ils sont très très larges. Donc il faut y trouver évidemment son intérêt là-dedans. Donc l'avenir, je vais vous poser une autre question, c'est typique des chercheurs, vous me posez une question, je vous en pose une autre. L'avenir, pourquoi faire ou quel avenir ? Si votre avenir, c'est vraiment de contribuer au développement d'une ville, d'une entreprise, de fait, oui, les études d'économie ou de gestion vont être utiles, voire les deux. Si pour vous êtes passionné de musique et vous pensez que la musique, c'est un vecteur de paix sociale et d'enrichissement pour un pays, l'économie ne va pas vous servir à grand-chose. Si vous êtes passionné de sport, vous êtes médecin, de fait. Donc en fait, l'avenir, la question, elle peut se poser parce que l'économie est souvent liée avec la politique, parce que les premiers économistes, c'était les conseillers du prince, parce que de fait, c'est ceux qui préconisaient ce qu'il faudrait faire pour gérer le royaume ou le pays plus tard. Donc il y a l'idée que l'économie, c'est un peu la discipline qui permet d'aider à prendre des décisions ou qui façonne notre réalité, notre quotidien. Donc elle a un statut à part, en même temps elle est très décriée parce que parfois elle se veut être une science exacte, une science pure, alors qu'en fait il n'y a pas de loi naturelle en économie comme la gravité. La gravité, ok, elle sera tout le temps vraie en tout temps, alors, sauf quand la planète aura disparu, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, pour l'instant c'est encore le cas. Beaucoup de modèles en économie ne sont vrais que dans un contexte particulier. Donc c'est pas automatiquement l'avenir, mais il y a un côté, évidemment, on a besoin en tout cas de ces connaissances-là pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on est et les enjeux. Quand on nous demande de voter, c'est souvent beaucoup sur des dimensions économiques et sociales. Je ne reviens pas sur le débat des retraites, c'est un débat avant tout économique, de pérennité du financement, mais ça touche des questions sociales ou sociétales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on admet de notre système, quels sont les niveaux d'inégalité qu'on est capable de diminuer ou est-ce qu'on ne l'augmente pas. Est-ce que augmenter les inégalités pour une petite proportion, ça se justifie pour une plus grande majorité ou inversement. Donc l'économie, effectivement, c'est un sens là où c'est difficile. On ne peut pas faire de l'économie comme je dis, sans humain, donc sans des questions sociales ou sociétales. Et on a besoin aussi du cadre juridique dans lequel on est, donc on a besoin du droit. Donc pour moi, oui, c'est important de faire de l'économie parce que ça permet de donner une excellente culture générale sur des domaines. Voilà. Mais si c'est faire de l'avenir pour pouvoir travailler, tout dépend de ce que vous voulez faire, évidemment. Et du coup, pour toutes les personnes qui ne savent pas, donc on a cours avec vous, et vous avez dit à un moment dans un de vos cours que
les technologies pouvaient impacter vos recherches, dans le sens où actuellement on ne s'écrit plus via papier, on s'envoie des mails et du coup la durée de vie d'un mail est totalement différente que la durée de vie d'un papier. Et on n'a pas de Banque de France avec les mails. Non, pas encore. Donc, est-ce que vous pensez que dans un futur plutôt lointain, votre métier sera toujours viable pour des questions qui nous ont impacté actuellement? Par exemple, si en 2100, est-ce qu'on étudiera la crise du Covid-19 avec des mails? C'est une excellente question. C'est vrai que du coup, moi j'ai pu faire mes travaux de thèse à l'époque parce qu'il y avait des archives, et il y a des archives parce que les gens écrivent, conservent, alors surtout des gens qui ont des fonctions évidemment importantes, des gouverneurs de banque centrale pour moi en l'occurrence, ou des économistes. Donc, parce que derrière il y avait un secrétariat qui s'est aussi occupé de collecter les données. On a pu les transmettre souvent dans les bibliothèques nationales, c'est à ça que ça sert. Les grands personnages ont leur boîte d'archives et on les garde un certain nombre de temps, on les numérise, on les protège. Donc pour les grands, pour les grands de ce monde, j'allais dire les grands et les grandes aussi de ce monde, évidemment ça c'est important d'avoir des écrits. Et c'est vrai que le fait qu'on communique beaucoup aujourd'hui, ou qu'une bonne partie des informations informelles, c'est ce qui est le plus important quand on est chercheur, c'est les communications entre économistes. C'est pas ce qui a été écrit, évidemment c'est important, mais ça tout le monde y a accès. Par contre, pour justifier le point de vue ou pourquoi telle prise de position à telle époque, c'est les échanges informels. Moi j'ai eu par exemple trouvé à titre d'exemple des notes entre économistes, mais qui étaient écrites sur des blocs-notes d'hôtel. Donc on voit tel hôtel, machin, etc. Parfois sur des bouts, alors pas de notes de commerce, pas de notes de carte bleue, c'était pas le cas à l'époque, dans les années 30, mais parfois sur des papiers improbables auxquels on s'attend pas, et donc on voit ça dans les archives. Ça peut être une publicité, puis en fait on retourne la publicité et c'est une communication entre tel ou tel économiste. Donc c'est sûr que l'écrit pour moi c'est très important. Après, c'est sûr que si la communication se fait que par mail, ça va poser un vrai problème pour pouvoir faire les mémoires des personnages, on va dire, de ce monde, et puis pour étudier effectivement à terme ces personnes-là. Donc, pour faire de l'histoire de la pensée, c'est sûr qu'il y a un vrai débat, et pour d'autres recherches aussi, notamment la recherche scientifique. Maintenant, de fait, les bases de données, elles sont gérées, alors qu'avant, moi, typiquement, quand je suis allé aux archives de la Banque de France, j'avais un immense livre, mais vraiment un type Harry Potter, le vieux livre que vous ouvrez qui tient la moitié d'une table, et avec des tableaux, et c'était écrit à la plume, colonne par colonne, le stock d'or, etc. Et quelqu'un s'était occupé de répertorier tous les stocks d'or. Donc c'est sûr que ces données-là, si elles sont sur un ordinateur ou un serveur et qu'on n'est pas capable de garder ces données, ça va poser problème. Après, je fais confiance en la technologie, peut-être pour arriver à numériser ces données-là, être capable de les crypter ou de les sauvegarder dans d'autres choses. Alors la blockchain permet d'être immuable, donc normalement de stocker de l'information instantanément, j'allais dire, et surtout ad vitam aeternam, de pouvoir la garder à l'infini. Mais ça pose aussi des questions écologiques. Bien sûr. Pour sauvegarder les données, il faut forcément des data centers, et les data centers exactement. Polluent énormément. Donc il y a aussi toute cette dimension écologique. Mais la technologie, alors c'est sûr que ça va être un frein pour une bonne partie, en tout cas des recherches que je fais, pas encore actuellement, mais de fait, pour les gens qui étudieront, les économistes des années 2000 jusqu'à je sais pas quand. Alors ça sera pas moi, ça sera une problématique que eux devront régler. Mais à l'inverse, aussi la technologie nous a aidés. Comme je disais, les archives maintenant sont numérisées, on n'a plus besoin de se déplacer, on a accès il y a beaucoup de gens qui constituent des bases de données, qui les transmettent. Alors j'allais me dire, oui, on peut imprimer les bases de données et puis se les mettre. Bon, c'est pas le but non plus quand même de faire tout cela, mais c'est sûr que c'est une vraie question. Technologie et pérennité de la recherche dans certains domaines, ça va poser problème, c'est sûr. Alors, écoutez le podcast dans 100 ans. Exactement, voilà. La question. Pourquoi avoir choisi Saint-Étienne en tant que chercheur? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que vous êtes stéphanois de base? Alors moi je suis stéphanois de base, du coup j'ai fait mes études ici à Saint-Étienne après le bac. Et après du coup j'ai fait ma thèse ici assez naturellement parce que du coup en général, comme dans la plupart des autres cas, vous avez plus de chances d'être pris dans un diplôme si vous êtes issu de cette université. Et puis moi c'était aussi l'occasion d'avoir discuté avec des enseignants et des chercheurs qui travaillent dans ces domaines, et voilà, l'alchimie s'est faite, d'où l'idée de partir sur une thèse. Alors que si j'étais arrivé juste l'année du Master 2, j'aurais pas eu l'occasion de connaître les enseignants ou pas suffisamment pour enclencher une thèse, sauf à répondre à un appel à projet, ça arrive. Donc moi, naturellement, j'ai fait ma thèse ici. Et après, le fait que je sois affecté ici comme enseignant-chercheur, alors c'est en partie les hasards du concours, puisqu'une fois qu'on a notre diplôme de doctorat en économie en l'occurrence, on doit passer un concours.
Ça s'appelle la maîtrise de conférence. Et en fait, on est classé, on présente autant de dossiers qu'il y a de postes vacants. Et donc moi, il y avait un poste qui était à l'université de Saint-Étienne, mais qui n'était pas à Saint-Étienne, qui était à l'IUT de Roanne. C'était mon premier poste. Et donc du coup, voilà, mon premier poste, je l'ai pris à l'IUT de Roanne. Et après, j'ai pu, au bout de quelques années, au bout de 5 ans, je crois en l'occurrence, être muté à l'IUT de Saint-Étienne, où j'ai fait 2 ou 3 années. Et puis ensuite, de l'IUT de Saint-Étienne, j'ai été muté à l'IAE de Saint-Étienne. Donc en fait, je suis resté à l'université de Saint-Étienne, mais je n'ai pas automatiquement enseigné qu'à Saint-Étienne, en l'occurrence. Donc là, c'est vraiment le classement du concours. La même année, j'étais aussi classé 2e dans une autre université à Dijon, en l'occurrence. J'aurais très bien pu prendre un poste à Dijon. Comme là, je peux repasser le concours, entre guillemets, et puis le passer pour s'il y a un poste à Paris, à Strasbourg. Mais les postes sont profilés normalement dans nos domaines de compétences. Donc il n'y a pas toujours des postes et dans l'université que vous voulez et dans votre domaine. Moi, c'est sûr que s'il y a un poste qui s'appelle théorie des jeux, je peux postuler légalement, sauf que j'ai une probabilité de 0% d'être pris parce que je ne travaille pas là-dedans, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas publié, je n'ai pas fait ma thèse, donc même si je trouve ça super, pour autant, voilà. Donc c'est vraiment le concours qui a fait que je me suis retrouvé finalement d'étudiant de Saint-Étienne à enseignant de Saint-Étienne. Donc aujourd'hui, mes collègues étaient évidemment mes enseignants il y a de ça quelques années, c'est toujours assez drôle. Ouais. Mais voilà, ça fait partie aussi du jeu. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'école d'économie qui a été créée? Donc, avant, c'était l'IAE, et puis depuis cette année, donc en 2022, il y a l'école d'économie qui a été créée, donc séparée avec une école de gestion. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative de séparer, avoir une école purement d'économie, purement de gestion? Je trouve que c'est une bonne initiative dans le sens où le but de ces écoles, que ce soit pour la partie plus économie ou la partie plus gestion, nos collègues à l'IAE, quand on crée des diplômes, c'est en vue de préparer à des métiers, comme je le disais, qui sont très spécifiques. Et le fait de séparer a permis de renforcer la spécialisation pour les gens qui faisaient de l'économie et de dire, voilà, nous on prépare sur des métiers dont on pense qu'ils sont des métiers d'avenir, et même chose pour les gens qui faisaient de la gestion. Et quand on était une seule école, entre guillemets, quand on était à l'IAE, on pouvait avoir parfois certaines limites ou certains débats plus ou moins intenses, je ne vais pas vous le cacher, de dire est-ce qu'on doit mettre plus d'économie, plus de gestion pour tel ou tel métier. Et on pourrait arriver à un résultat qui serait quasiment 50-50, c'est-à-dire que pour des questions aussi d'équilibre de force, parfois avoir des diplômes pour lesquels on aurait dû mettre un peu plus de gestion, mais on a mis trop d'économie, inversement. Et on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et puis je pense que c'est aussi l'évolution du contexte qui a fait que de fait on s'est séparés parce qu'il y avait une volonté de spécialisation des deux côtés, côté gestion et côté économie. Donc en ce sens-là, je trouve que c'est bien parce que ça a permis à chacun de mettre en avant ce qu'on dirait ses avantages comparatifs, comme dirait David Ricardo, un économiste célèbre que vous connaissez certainement. Mais donc voilà, chacun a pu aller au bout de sa stratégie et je trouve que c'est bien parce que de fait les gens s'impliquent et ont pu avoir un diplôme qui correspond à leurs attentes. Donc je pense que le niveau de satisfaction il a été amélioré dans ce sens-là et pour tout le monde, pour les directeurs de chaque directrice, en l'occurrence ce sont 2 directrices, Madame Autant-Bernard pour l'école d'économie, Madame Robéier pour l'IAE. Donc c'est bien, chacune des directrices a pu aller au bout de sa volonté de préparer à des diplômes professionnalisants. L'autre limite, parfois, c'est d'être sur des domaines qui sont relativement proches, parce que quand on fait une licence d'économie, on a un parcours, en tout cas effectivement en gestion. C'est un des parcours qui est proposé sur la 3e année. Et quand on a une licence de gestion, on est quand même amené à faire des cours qui sont des cours de l'économie, parce que donc on peut avoir l'impression en fait qu'on est parfois sur les mêmes compétences entre guillemets, mais on le fait en fait de façon très différente. Et j'espère en tout cas que les étudiantes et les étudiants arrivent à voir un peu la différence entre les deux. Et je pense que la différence, elle se fait vraiment lorsqu'on regarde nos plaquettes de master, de métiers en fait auxquels on prépare. Et de fait, voilà, nous, on serait incapable de préparer à des métiers de la gestion et inversement, des métiers très spécifiques sur l'économie. L'IAE ne pourra pas préparer les étudiants à ce niveau-là, quoi. Donc effectivement, c'est un pari sur l'avenir. Alors il y a quelques autres villes qui ont fait ce pari-là, puisqu'il y a, alors on ne va pas se comparer, mais il y a la Paris School of Economics, PSE, il y en a également une à Marseille, du coup, et puis une à Toulouse, évidemment, puisque l'un des derniers prix Nobel est issu de l'Université de Toulouse. Donc en fait, il y a 3 ou 4 modèles déjà d'école d'économie, mais l'idée d'école aussi par rapport à ce qui se faisait avant, c'est volontairement d'être dans un format plus restreint en termes de nombre d'étudiants. Du coup, le président de l'université nous a doté d'une capacité maximum en première année qui est moindre. Nous, on a une capacité d'ouverture à 90 personnes en première année. À l'IAE, de fait, il y aura beaucoup plus de monde parce qu'ils ont une capacité d'ouverture aussi et d'assurer des cours qui est plus importante. Donc en fait, c'est presque
des domaines parfois qui peuvent sembler proches mais qu'on enseigne différemment, et puis surtout des formats, on va dire, pédagogiques qui sont très différents, parce que nous on a des petits groupes, automatiquement on n'a pas la même contrainte que peut avoir l'IA. Donc c'est aussi une manière de travailler, je pense, qu'on a souhaité en disant on préfère avoir des plus petits effectifs, mais par contre le faire avec ces formats-là. Ouais. Que pensez-vous du monde économique d'aujourd'hui ? Alors, le monde économique, moi je connais plus le monde monétaire, parce que c'est ce qui occupe mon quotidien en lisant la presse, les ouvrages là-dessus. Je crois que ça va faire un peu phrase de vieux con, un peu. Et j'allais dire le monde il est un peu marqué, le monde économique il est marqué par les maux de la société, hein, c'est-à-dire qu'une incapacité à parfois vivre ensemble, donc ça se traduit dans le domaine économique où de fait la stratégie individuelle l'emporte sur le collectif. On le voit dans les débats qu'on a aussi, hein. La montée de l'individualisme a été très très forte, une incapacité à se comprendre soi-même, hein. Je ne reviens pas sur les débats racistes ou en tout cas xénophobes qu'on peut avoir dans toute l'Europe, hein, pas qu'en France, malheureusement. Et donc le monde économique, comme je disais, il est fait par l'humain avec les travers de l'époque, mais ce qui caractérise le plus, je trouve aujourd'hui, c'est l'absence de rêve ou en tout cas d'espoir. Je pense que moi, dans ce que j'ai étudié, quand j'ai fait de l'histoire économique, la société aussi elle tenait parce qu'on avait toujours l'impression que le monde il serait meilleur. On allait sortir de la guerre, on allait sortir de tels phénomènes. Et on avait des personnalités politiques, hommes ou femmes, qui incarnaient peut-être cet espoir, à tort ou à raison, hein, mais qui donnaient en tout cas l'espoir que voilà, on a les choses en main, on crée un monde meilleur. Et ça se traduisait par une vraie confiance envers la politique. Aujourd'hui, sans rentrer dans des débats quasiment de journalistes ou de la rue, mais de fait, on a perdu un peu l'espoir, qu'on était capable de changer le système, ce qui explique que quand vous ne pensez plus collectif, vous ne pensez plus qu'il y a des perspectives de progression, chacun joue une stratégie individuelle. Là, l'économie pourrait vous enseigner en théorie des jeux, quand on fait un dilemme du prisonnier entre la partie collective et la partie individuelle. Là, on retombe un peu là-dessus, quoi. Et donc, tout l'enjeu, je pense, de l'économie, ou en tout cas des dirigeantes et des dirigeants en économie, que ce soit dans les institutions, à l'intérieur de nos pays ou des chefs ou chefs d'entreprise, ça sera d'arriver à nous impulser une forme de progrès, de croyance dans le progrès, que le progrès c'est pas que le négatif, que c'est pas la cybercriminalité, c'est pas que les robots qui vont détruire le monde comme on voit dans les films de science-fiction, qu'il peut y avoir un mieux-être pour ainsi dire, et avoir des personnes qui incarnent ça, quoi. Et que les décisions évidemment soient suivies, qu'on n'annonce pas des choses qu'on ne fasse pas, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le monde il est plutôt morose, hein, pour le dire autrement, parce que plus grand monde ne croit en la possibilité d'un avenir meilleur, ce qui se traduit dans les chiffres aussi, on va dire, du fonctionnement du pays, notamment sur la natalité. On a une année record malheureusement en natalité en France, parce que pourquoi faire des enfants dans un monde qu'on pense de moins en moins meilleur, quoi. Et de fait, le mieux c'était avant, et je trouve ça un peu triste. Que le mieux ce ne soit pas l'avenir, mais... Exactement, donc ça sera le rôle de votre génération, justement de transformer, mais c'est sûr qu'il y aura des grandes luttes, hein, et donc on ne peut pas être optimiste si on n'a pas résolu une bonne partie des enjeux climatiques, même s'il y a des actions, hein, il y a des progrès. On regarde toujours peut-être le côté français, le verre à moitié vide. Il y a des choses, mais est-ce qu'on va assez vite? C'est le grand débat, quoi. Est-ce que les institutions ne nous freinent pas, ou est-ce que les politiques au sens large arrivent à s'accorder suffisamment vite, quoi. Donc ça serait l'espoir. On attend que le monde économique donne l'espoir et la croyance dans un monde meilleur, et qu'il aille dans ce sens-là, quoi. Malheureusement, on va bientôt finir cette interview. Donc on reste des petites questions un peu rapides. Donc la première petite question, c'est quel est l'économiste qui vous inspire le plus? Celui que vous préférez, celui qui m'inspire le plus, parce que c'est le premier ouvrage, je crois, que j'ai vraiment lu un peu avec passion au début de ma thèse. C'est un économiste suédois, Knut Wicksell, parce que c'est celui sur lequel j'ai fait une bonne partie de mes travaux. Et je l'aime bien parce que c'est un personnage qui est atypique. Il a fait de l'économie très très tard, c'est un ingénieur. En même temps, il a fait de l'économie pour lutter contre la pauvreté. Il a fini en prison pour avoir blasphémé les autorités religieuses. Il a refusé de signer son contrat de travail parce qu'il fallait faire allégeance au roi et que c'était un républicain convaincu. Donc j'aime bien les personnages qui sont un peu hors normes. Donc cet économiste suédois m'a marqué vraiment. Donc c'est celui qui m'a vraiment... j'aime bien cette philosophie de vie là-dessus. Ça serait lui que je... Mais après, il y a d'autres personnes que je lis et que j'admire, de fait, mais qui sont toujours centrées sur les questions monétaires. Mais peut-être épeler son nom. Alors, Knut Wicksell, qui s'écrit avec un W, W-I-C-K-S-E, 2-L-E, et c'est un économiste suédois de la fin du 19e, milieu du 19e, et début du 20e. Parfait, merci. Avez-vous un livre à nous conseiller, que ce soit en rapport avec l'économie ou pas?
Ouais. Un en rapport avec l'économie et un dans la vie de tous les jours. Votre livre de chevet, en fait. Alors, malheureusement, je suis un très mauvais exemple, on va dire, alors, je dirais pas d'intellectuel, j'ai pas cette prétention-là, mais je lis très peu en dehors de l'économie, j'avoue, parce que comme une bonne partie de mon travail c'est de lire, j'avoue que le soir, j'ai envie de faire autre chose que de lire, et je suis pas un grand littéraire, donc je ne lis que des choses en économie, j'ai pas de livre de chevet, et quand c'est des livres de chevet, c'est surtout lié à mon travail. De fait. Et donc le livre, moi vraiment qui m'a marqué parce que c'est un bon mélange, ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui m'a aussi inspiré, entre la théorie et la pratique. C'est un ouvrage qui est de Charles Goodhart qui s'appelle The Evolution of Central Banks de 1988 aux éditions MIT. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que lui, c'était un ancien sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre, donc c'est un praticien, comme on dit. Donc quand il fait de l'économie, il l'applique concrètement, il a cette double compétence. Et dans cet ouvrage, il part à la fois d'une idée un peu théorique, donc là c'est le travail du chercheur, mais il est allé voir aussi dans la manière dont chacune des banques centrales se comportait, est-ce que ça s'appliquait ou pas. Et donc de fait, il y a tout un chapitre évidemment sur la Banque de France, sur la Banque d'Angleterre, sur la Banque de Suède, la Riksbank, dans lequel Wicksell évidemment figure. Donc voilà, ça c'est l'ouvrage, je crois, qui m'a plus, qui me marque le plus. Et quand j'ai l'occasion, c'est le premier conseil que je donne. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'encadrer aussi quelqu'un qui fait un doctorat, donc qui est en thèse. Et donc, le premier conseil que je lui ai donné, même si on n'a pas les mêmes sujets, c'est cet ouvrage-là, pour moi, pour la culture générale, c'est le mieux, de comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai adoré. Donc, Charles Goodhart, à lire Evolution of Central Banks. Donc, la dernière petite question obligatoire, elle a toute une histoire cette question, c'est on est en train de du coup faire des recherches sur votre parcours et on a trouvé que votre parcours était incroyable, donc du coup la petite question de fin, êtes-vous Dieu? Surtout pas, il y aurait beaucoup trop de travail à faire, je n'ai surtout pas cette prétention, non. J'ai été surpris, oui, effectivement, de cette allusion, mais non, surtout pas, non, j'ai un parcours relativement modeste, très honnêtement. Pour nous étudiants, c'est un parcours incroyable et puis on est très heureux de vous avoir là actuellement. Merci, en tout cas c'est toujours un plaisir d'échanger sur son métier. Alors, il y a un côté un peu nombriliste qui est toujours un peu gênant, on n'a pas l'habitude quand on est enseignant. Alors, on parle beaucoup, on parle de sa matière, on parle rarement de soi, mais en fait très honnêtement moi j'ai jamais pensé, pour terminer, quand j'ai attaqué l'économie de finir enseignant-chercheur. Je savais pas ce que c'était un enseignant-chercheur, pour moi c'était des enseignants qui étaient en cours devant moi, et c'est beaucoup plus tard je me suis posé la question, qu'est-ce que fait un enseignant-chercheur, c'est quoi la recherche en économie? Pour moi la recherche, comme tout le monde, c'était la blouse blanche, avoir une éprouvette, et puis c'était la science dure et donc vraiment l'illumination que j'ai eue, c'est de se rendre compte qu'on pouvait faire de la recherche en sciences humaines et qu'on avait plaisir à faire ça et que c'était génial, Donc j'ai pas du tout un parcours exemplaire, loin de là. Il y a des gens qui sont beaucoup plus brillants évidemment, mais par contre je pense que le parcours il est fidèle avec ce que j'avais envie de faire, et je suis très content du niveau d'études que j'ai fait. Alors évidemment on voudrait toujours faire plus, lire plus, mais en tout cas ce que je fais me convient parfaitement, et transmettre c'est évidemment le maître mot un peu aussi de ce métier, que ce soit de la recherche ou de l'enseignement. Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez voulu qu'on vous pose? C'était assez complet, très honnêtement. Les questions, c'est toujours bien de savoir les questions que les autres vous posent. Ça permet de voir qu'est-ce qui est important dans votre parcours. Mais c'est vrai que je comprends que la recherche, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en économie. Et de fait, c'est toujours étonnant de savoir les parcours. Mais comme vous l'avez dit, on fait rarement un métier par hasard, soit parce qu'il y a eu un climat qui fait que dans votre famille vous le faites, ou soit des enseignants qui vous ont marqué. Mais moi aussi j'ai une enseignante qui m'a marqué, c'est pour ça que je voulais être prof de lycée. Et après il y a une enseignante qui m'a marqué à l'université, et là je me suis dit oui, je veux faire une thèse en histoire de la pensée. Donc c'est toujours une question de personne, ce qui prouve que l'économie c'est vraiment une question d'humain avant tout. Peut-être un des collègues que vous voudriez qu'on interviewe? Pardon? Vous avez une envie qu'on interviewe une personne si je vous dis un nom en particulier, je vais voir tous mes autres collègues en fait qui... Ils n'écouteront pas. pas. On leur dira d'écouter de tel... Un des collègues que j'aime bien parce que c'est aussi une science auxiliaire, c'est mon collègue Richard Baron, parce que je travaille avec lui en recherche. C'est un brillant informaticien. Alors il n'aimera pas qu'on me dise brillant, mais lui il a un vrai parcours traditionnel puisqu'il a fait une classe prépa et l'ENS, donc qui est le parcours d'excellence en recherche en général. Et donc lui c'est un personnage, j'allais dire vraiment un personnage au sens positif du terme, que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui est dans une discipline et qui est à l'école d'économie, donc qui n'est pas du tout lié avec l'économie, et qui a cette capacité aussi à dialoguer avec des gens qui font de l'économie. Il bosse avec des gens qui font du droit. Et du coup, il est câblé un peu différemment des informaticiens qu'on peut connaître. Donc, et c'est un personnage haut en couleur. Donc, je vous le conseille, Richard Baron. Prochain podcast à succès. Voilà. Parfait.
Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup d'être venu, ça nous a fait très plaisir. Si vous avez, vous, des conseils pour améliorer, étant donné que c'est le premier, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions à vouloir poser à Monsieur Nicolas Barbaro, n'hésitez surtout pas. Exactement. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous réinvitera si on a assez de questions. Très bien, avec plaisir en tout cas. Merci de votre écoute et passez une agréable journée. Merci.